Hello tout le monde, Manaïs Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'occasion d'accueillir des gens extraordinaires qui sont Wissem et Laura. Et Wissem et Laura, au fait, je leur ai demandé tout simplement de venir nous rejoindre dans Mindset Morning parce que c'est des personnes qui voient la vie de façon un peu différente et qui nous amènent tout simplement à réfléchir et puis à s'élever en conscience, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on va parler d'école, parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, où je disais qu'il ne faut pas forcément compter uniquement sur l'école pour apprendre, que c'est bien aussi de continuer à apprendre de façon continue, justement, de façon constante. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça, l'école, son rôle. C'est une façon classique qu'on a toujours connue, mais peut-être qu'il existe d'autres façons. Et justement, c'est ce que j'ai envie de voir avec vous. Merci d'être là. Merci à toi, avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, comme je disais, l'école, justement, c'est la manière de fonctionner de tout le monde. C'est le chemin traditionnel. C'est des fois même le chemin, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas autre chose. Et du coup, vous dites qu'il y a une façon de faire qui est l'école, mais il y a aussi 1000 autres façons de faire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Exactement. Mais oui, c'est vrai que on se rend compte que finalement l'école c'est un système assez particulier finalement dans l'histoire de l'humanité. Quand on réfléchit de manière plus globale, l'école ça n'existe pas depuis très longtemps et l'humanité n'a pas toujours fonctionné avec l'école. Mais aujourd'hui, à notre époque, on a toujours l'impression que c'est naturel, que c'est un système qui a toujours existé. Qui a toujours existé. Et que c'est le seul chemin. Et que c'est pas possible de faire autrement. C'est ça, exact. Que c'est très difficile. Mais ça remonte à combien de temps en fait que... Enfin, l'école existe depuis combien de temps? Moi, je peux pas dire exactement quand est-ce que ça s'est construit. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ère industrielle a nécessité un système scolaire pour... Donc, c'est venu avec l'ère industrielle? C'est ça. Enfin, en fait, l'école remonte, ça dépend si on parle de... Voilà, par exemple, des préceptes, etc. Des gens qui étaient des précepteurs pour des enfants dans la bourgeoisie. Ça, il y en avait depuis longtemps. Okay. Mais l'école pour tous, c'est vraiment arrivé avec l'ère industrielle. Mais du coup, ça a été... Enfin, globalement. Mais du coup, ça a été fort lié à l'industrie. Ok. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait des horaires stricts, ou la sonnerie, par exemple, la sonnerie qui sonne, c'est clairement lié au monde du travail en usine. Ok. Quand il y a des pauses, il y a une sonnerie qui sonne, donc c'est la pause. Et en fait, on voulait que les enfants soient déjà préparés à l'usine, au monde industriel, et qu'on les prépare du coup plus tôt pour qu'ils soient plus efficaces adultes. Qu'on les prépare à l'obéissance. On les prépare à l'obéissance. Pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils remettent moins en question l'ordre établi. Mais après, c'est clair qu'il a existé d'autres écoles, je veux dire l'université grecque, je veux dire l'université à d'autres époques, mais ce qu'on appelait université, mais qui n'est plus l'université d'aujourd'hui. Mais des structures d'apprentissage, ça a existé. Mais une structure véritablement démocratisée pour tous, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, est finalement très récente. Et il y a tellement de manières différentes de faire mais qu'on n'a jamais en tête au départ. Ok. Et du coup, en fait, je reviens sur ce que tu as dit, Laura, que donc, même toi, que genre, justement, on apprend aux enfants tout simplement de s'adapter au fait au monde qui les attend plus tard en tant qu'adultes. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que finalement, parce qu'il y a plusieurs débats, des fois on entend qu'il faut faire évoluer les choses à l'école, il faut faire apprendre d'autres choses aux enfants, que justement, c'est peut-être pas logique qu'on demande à un enfant de rester 5 heures, 7 heures assis dans une classe, même s'il y a des petites pauses, etc. Et du coup, que c'est la seule façon de faire, et qu'on dit qu'il y a d'autres façons de faire. D'ailleurs, il existe des écoles alternatives. Du coup, est-ce qu'on peut expliquer, d'après vos recherches, parce que vous êtes allé plus loin dans l'enquête que vous avez menée, etc., est-ce qu'il y a des façons aujourd'hui qui démontrent justement que ce n'est pas normal de demander à un enfant de rester assis aussi longtemps ou d'obéir, etc., et qu'il y a tout simplement d'autres façons qui peuvent le préparer au monde adulte, mais qui va plus correspondre à qui il est en tant qu'enfant? Là, en fait, il y a... En fait, c'est ça quand on dit on dirait qu'il y a une voie, mais en fait, il y en a 1000. C'est parce qu'il y a vraiment 1000 manières de faire. Il y a les écoles alternatives qu'on connaît, donc Montessori, Freinet, Steiner, les plus connus. Et ça, c'est... comment dire? En fait, c'est mieux que l'école, dans le sens où ça se centre plus sur l'enfant. Mais selon moi, selon nous, ça ne peut pas non plus convenir à tous les enfants. Par exemple, il y a des enfants qui vont être, plus actifs. On pourra qualifier d'hyperactifs, même si ça c'est une qualification moderne, mais juste qui vont avoir envie de bouger. Et donc juste le principe même d'être dans une classe, ça va pas leur convenir, il va falloir qu'ils soient dehors. Donc dans ce cas-là, même les pédagogies alternatives ne conviennent pas. Donc selon l'enfant, et selon... Il y a des enfants beaucoup plus calmes,
qui, eux, par exemple, vont avoir besoin d'une structure et d'un environnement plus cocon, un petit cocon autour d'eux. Et donc, ça va mieux leur convenir une pédagogie alternative ou une classe, etc. C'est vraiment selon chaque enfant, en fait. Finalement, on ne peut pas vraiment faire... Et pour ce qui est de préparer au monde moderne, en fait, l'enfant, quoi qu'il arrive, sera préparé au monde moderne parce qu'il est dans le monde moderne. Par exemple, pour la lecture, pour les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est une grande question. Comment est-ce qu'ils apprennent à lire ? Oui. En fait, c'est juste que la lecture est partout dans notre société. Donc, il y a l'écriture et la lecture. Par exemple, ils sont en voiture, il y a un panneau. Il y a un panneau qui dit une ville, par exemple Montréal. Ils vont dire, ah, c'est quoi ce panneau ? Ah, ça veut dire ça. Ah, mais c'est quoi ce symbole ? Et du coup, naturellement, il est curieux de connaître. En fait, c'est comme les apprentissages de base pour un enfant. Un enfant, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend toutes sortes de choses, mais jamais on va se dire bon, mon enfant, il a tel âge, ok, on va trouver une méthode ou on va trouver un professeur pour lui apprendre à marcher, etc. Non, ouais, c'est vrai. Simplement, un enfant, comment est-ce qu'il apprend ? Il regarde ce qui l'entoure, les personnes qui l'entourent, et il imite. Il apprend d'abord par l'imitation et par le jeu. Donc, comme il voit tout son entourage... le jeu qui joue. Oui, le fait de jouer, c'est-à-dire un acte spontané, pas quelque chose de préparé à l'avance. Mais voilà, il voit son entourage, il voit que les êtres humains autour de lui marchent, et du coup, il a envie, pour se faire accepter, mais de faire comme tout le monde, comme tout ce qui l'entoure. Et du coup, il va se lever, on le remarque quand on observe un enfant, il observe son entourage, et puis voilà, il se lève. Et ça va arriver à un moment ou à un autre pour chaque enfant. Mais c'est la même chose pour parler. On va pas, les parents ne trouvent pas une méthode pour apprendre. Non, d'ailleurs, on ne va pas à l'école pour apprendre à parler la langue. En général, on parle avant d'arriver à l'école. Exact. Et parce que, encore une fois, l'entourage discute tout le temps et l'enfant entend tout ce qui se dit. Et du coup, il va, au fur et à mesure que son cerveau se développe, apprendre à parler. Donc, c'est la même chose pour tous les apprentissages. On n'a pas besoin de dire à l'enfant qu'il doit apprendre telle ou telle chose. La lecture, l'écriture, apprendre à calculer, ce sont des éléments dans notre société moderne qui sont considérés comme essentiels pour l'intégration dans la société. Et du coup, on a fixé des âges. Voilà, il y a un âge où l'enfant doit être capable de lire, il doit être capable d'écrire, il doit être capable de calculer, etc. Sauf que nous, on considère que ça dépend de chaque enfant. Ce n'est pas toujours le meilleur moment pour chaque enfant. Lorsqu'il arrive à l'école, il y a des enfants qui... on leur demande d'apprendre à lire, on essaie, et puis ça marche pas parce que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ils n'ont peut-être pas... C'est pas encore le temps pour eux. Chose qu'ils ont envie de c'est faire, juste pas encore le temps pour eux. Mais comme d'ailleurs, même pour parler ou marcher, oui, il y a un certain âge, on se dit vers tel âge, il doit commencer à marcher, mais c'est quand même différent d'une personne à l'autre aussi. Flou. C'est aux alentours de quelques mois et tout, une année, etc. Mais c'est quand même pas, il n'y a pas un chiffre strict pour toute personne. Ça. En fait, non, En fait, si un enfant vivait dans un endroit, il y a des expériences qui ont été faites dans l'histoire, si un enfant vivait dans un endroit, par exemple, où tout le monde se met à quatre pattes et marche à quatre pattes, mais l'enfant ferait ça. Ok, oui. C'est-à-dire qu'il imite. Pour se faire accepter, il imite son entourage. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, pour tous les apprentissages, si un enfant est dans un environnement où il y a très peu d'écriture, où les parents ne lisent pas, où les parents ne discutent pas, ou n'ont pas un environnement riche à ce niveau-là, c'est clair que l'enfant va être peut-être moins attiré par ça parce qu'il ne considère pas ça comme une nécessité. Parce qu'il ne le voit pas autour de lui. Il ne le voit pas autour de lui. Mais dans notre société moderne, l'écriture est partout. Donc, à mon sens, c'est très difficile. C'est très rare qu'il y ait des situations où un enfant ne va pas naturellement apprendre à lire ou à écrire. Et quand ça vient de lui, lorsque l'enfant décide ok, je vois que mon entourage, mon environnement, c'est comme ça, je vais m'y mettre, ça peut aller très vite. Oui. Quand c'est le bon moment, ça va très vite. Or, à l'école, vu que la nécessité d'apprentissage vient de l'extérieur, ça peut prendre très longtemps. Oui, parce qu'il y a une résistance, en fait. Il n'a pas vraiment envie. Mais ça, d'ailleurs, on l'a déjà tous vécu, je pense. Dans les livres qu'on devait lire à l'école, il y avait toujours une liste de livres obligatoires. Même ceux qui adorent lire avaient parfois du mal à lire des livres. Ah, ça, c'était mon cas. C'était mon cas. Moi, j'ai toujours adoré lire, mais quand on me demandait de le faire... C'est ça. Parce que mais par contre, dans 6 mois après l'école, tu pourrais lire le même livre et le trouver extraordinaire. Oui, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on nous donne des livres mauvais, mais c'est juste que ce n'était pas le moment pour toi. C'est ça. Puis pour ta question, par rapport
aux alternatives à l'école, après nos recherches, on a remarqué qu'il y avait plus ou moins 4 mondes d'apprentissage. Okay. Le premier, c'est l'école classique. Le deuxième, c'est les pédagogies alternatives dont on a parlé. Oui. Ça, c'est ce qu'on connaît. Voilà, c'est les pédagogies avec des écoles qui sont intéressantes, mais aussi qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'elles ne sont pas subventionnées et du coup, elles sont très chères. Ouais. Ça, c'est un des problèmes principaux. Et puis alors, il y a deux environnements différents. Il y a l'école à la maison, le homeschooling, qui est vu d'un certain œil déjà. Est-ce qu'il y a des pays où justement il est plus accepté? Parce que je sais que... Oui, en Angleterre, par exemple. Ouais, dans les pays anglo-saxons de manière générale. C'est ça. La culture anglo-saxonne accepte beaucoup plus au Canada des milieux... aussi, Ouais. Par contre, en France, en Belgique, en Allemagne... Oui, là, c'est encore moins toléré, on va dire, et c'est encore moins populaire aussi. C'est moins populaire, En France, c'est quand même populaire. Enfin, il y a quand même beaucoup de mouvements. Il y a même des sites internet qui regroupent ceux qui font du homeschooling à Paris, par exemple, pour faire des activités ensemble, etc. Pour qu'il y ait quand même un... Par exemple, s'ils vont à un musée, autant que tout le monde en profite et qu'ils aillent tous ensemble. Mais en Allemagne, c'est interdit, par exemple. C'est carrément interdit. Les parents peuvent aller en prison. On peut leur retirer la garde de leur enfant. Et c'est ça. S'ils font le homeschooling. C'est ça. C'est ça le risque, parce que la société va considérer que les enfants ne passent pas par ce passage obligé de tout citoyen. Oui, et que c'est un droit, que tu enlèves un droit à un enfant de s'éduquer. Oui, c'est ça. Mais ça peut être vu comme ça. Mais le système politique qui légifère dans cette matière-là va considérer que on peut pas tenir, si un enfant ne va pas à l'école, on va pas avoir une prise sur lui, sur ce qui va se passer dans sa vie plus tard, parce que les apprentissages... Mais ça se comprend, parce que c'est vrai que d'emblée, si on connaît pas le sujet, on va penser qu'un enfant qui va pas à l'école, c'est un enfant qui va rien faire et qui va... Il apprend pas, en fait. Qui va rester... Et c'est vrai que si l'alternative à l'école, c'est rester à la maison avec les parents, avec les mêmes personnes, et ça, c'est évidemment une mauvaise solution, et ça, il faut tout de suite la rejeter. C'est pas du tout la proposition. Mais donc, ça se comprend qu'il y ait une méfiance par rapport à ça. Mais en même temps, quand on regarde la réalité... parce que nous, on était très intrigués par cette découverte. Donc, on a rencontré des parents qui ont décidé de ne pas mettre leurs enfants à l'école, des enfants qui n'ont pas été à l'école, etc. Et la réalité, c'est que ces gens ne sont pas du tout dans l'idée de laisser les enfants dans un environnement restreint. Non, eux, souvent, la plupart des cas qu'on a rencontrés, c'est des parents qui ont leurs enfants à l'école, comme tout le monde, et puis qui ont vécu les enfants ont vécu un problème grave à l'école, une non-adaptation à leur environnement. Et puis les parents, comme ils aimaient leurs enfants vraiment, ils ont essayé de chercher une solution. Et là, ils ont trouvé d'autres solutions. Et c'est comme ça qu'en général... qu'on va vers les écoles alternatives. La plupart des cas qu'on a rencontrés, c'est ça en tout cas. C'est rare les parents qui ont réfléchi à ça à l'avance, puis qui décident d'emblée de ne pas mettre les enfants à l'école. Ça existe aussi, mais c'est plus rare. Mais donc, la réalité de ces familles, c'est qu'ils sont poussés par un objectif que l'enfant soit mieux, se sente mieux. Et du coup, c'est des gens qui vont réfléchir à leur environnement, à enrichir cet environnement pour que leur enfant se sente mieux. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Après, il y a une quatrième catégorie que nous, on a découverte et qui est beaucoup plus choquante a priori, comme ça. C'est des gens qui décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école, mais qui décident aussi de ne pas faire l'école à la maison. Ah, ok. Donc c'est le unschooling qui s'appelle. Et donc en fait, ils considèrent que l'enfant, comme on a dit, naturellement, va apprendre tout ce dont il a besoin pour vivre en société et pour être bien. De lui-même. De lui-même. Et personne n'a à lui dire. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'on ne doit pas du coup laisser l'enfant tout seul jouer et se débrouiller tout seul. Il faut lui proposer des choses, mais pas le forcer, juste lui proposer. Par exemple, si tu jardines, montre-lui comment tu fais. Et il va venir voir, il va regarder, ça va peut-être l'intéresser, ça va peut-être pas l'intéresser. Si tu bricoles, montre-lui que tu bricoles. Et c'est juste un partage, mais sans lui imposer. Mais, encore une fois, c'est comme l'école. L'école, il y a 1000 façons de faire l'école.
et la non-école, l'absence d'école, il y a 1000 façons de faire l'absence d'école. C'est-à-dire que ce que dit Laura ici, peut-être que quelqu'un qui fait du unschooling ne va pas être d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux et qui vont dire... Même suggérer à l'enfant, il faut pas, parce qu'on va l'influencer. Ça, c'est encore plus radical. Mais je veux dire, dans ce cas, vraiment le laisser. Oui, que l'enfant est un être humain qui va évoluer naturellement vers ce qu'il a besoin. Bon, c'est une croyance et chacun a son opinion là-dessus. Chacun a son opinion là-dessus. Mais ce qu'on veut juste dire, c'est que c'est que en dehors de l'école, il y a différentes possibilités. Par contre, le monde du unschooling. Les familles qui décident de s'engager sur cette voie, c'est clair que ça engage énormément de conséquences, et notamment sur des questions, des enjeux de société vraiment fondamentaux, tels que le monde du travail, la question du temps, dans la vie, mais souvent les parents qui décident, parce que c'est ça la question principale quand on ne met pas les enfants à l'école, c'est comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait avec le travail? C'est vrai. On n'a pas le temps de ne pas les mettre... où est-ce qu'ils vont aller? Ça, ils vont aller où? Ils ne peuvent pas être tout seuls à la maison. Et les familles qu'on a rencontrées, les parents qu'on a rencontrés, ça je trouve c'est très intéressant, c'est que la plupart des parents qui décident de faire quitter leurs enfants de l'école, c'est qu'ils ont changé totalement de mode de vie, qui sont... c'est-à-dire leurs enfants est devenu un miroir pour eux. Parce que lorsque les enfants ne sont plus à l'école, ça veut dire qu'on ne délègue plus l'éducation à quelqu'un d'autre, à un professeur, à une institution. À la société. Et du coup, l'enfant voit tout ce que les parents font dans la vie quotidienne. Et et du coup, ça interroge sur ce qui n'a pas de sens. Si les parents, si les parents ne lisent pas, s'ils disent des choses... Oui, ou si par exemple il va au travail, pourquoi papa, pourquoi tu vas au travail? Et le parent dit, pour gagner de l'argent, oui, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de tout ça. Enfin, ça va beaucoup plus se questionner en fait. Et ça aide du coup le parent à se questionner aussi, en fait, lui-même. C'est-à-dire que le parent se rend compte que là, il doit être beaucoup plus l'exemple pour ses enfants. Parce que tout ce qu'il va faire, les enfants vont le voir. Contrairement à l'école... Ils apprennent avec l'imitation en plus. Donc, ça veut dire que le parent doit faire, ou s'il peut faire attention aussi à son côté sombre, parce qu'on en a tous, de toute façon, ses défauts, etc. Mais c'est comme à l'école. C'est classique. Quand on a un enfant à l'école et puis qu'il revient à la maison, on lui demande de raconter ce qui s'est passé à l'école. Il y a tellement d'exemples où, comme les enfants sont entre eux, ou alors... mais qu'il y a des choses qui se sont passées entre les enfants, des disputes, des bagarres, des choses, les enfants, on sait qu'ils apprennent les gros mots à l'école, par exemple, des choses comme ça. Mais du coup, ils ont des exemples autour d'eux, ils vont être influencés par l'école. Quand ils sont pas à l'école, mais ils vont recevoir une autre influence, et il faut pas que ce soit que les parents. Que les parents, oui, c'est ça, mais ça va être beaucoup les parents, parce que de toute façon, même quand ils vont à l'école, les parents aussi participent à ça, parce qu'on est avec eux tous les jours. C'est sûr. Mais là, du coup, les parents vont devoir beaucoup plus faire attention à ce qu'ils font dans leur vie. Et donc, les gens qu'on a rencontrés, ils nous disaient, moi j'ai changé de travail parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que comme ça ne convenait pas à leur enfant, ils se sont posé la question pour eux-mêmes. Ils se sont posé la question, pourquoi en fait je vais travailler, pourquoi je fais ça, c'est vrai. Et du coup, ça a à chaque fois été un tournant dans leur vie. Et ils ont c'est ça qui est merveilleux, je trouve. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu crois que c'est toi qui vas apprendre des choses à ton enfant, mais en fait c'est lui qui va te faire te rendre compte de plein de choses. Il a des choses à t'apprendre aussi. Il a énormément de choses. Parce que l'enfant n'a pas d'a priori, il est naturel, c'est-à-dire naturellement. Le questionnement est naturel. Et du coup, les questions qui fâchent, vu qu'il ne sera pas à l'école, il a plus le temps de les poser aux parents. Et puis il y a moins de monde du coup aussi qui lui a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il est encore un peu libre, il n'y a pas de filtre, pas de formatage entre guillemets encore. C'est ça. Et du coup les parents, en général, ils doivent beaucoup se poser plus de questions et donc c'est souvent difficile. Les parents qu'on a rencontrés nous disaient que c'était une période difficile parce que il faut tout réadapter, tout change. C'est une transition. J'imagine, Pour revenir à un truc que vous avez dit aussi tous les deux, c'est que donc l'école, tout ce qui constitue l'école classique, donc on a dit que c'était pour apprendre à l'enfant qu'il soit prêt pour le monde adulte. Et c'est quoi en fait le monde adulte? Parce qu'on a parlé de l'usine, du travail à l'usine. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça déjà? Déjà, la première question, c'est quoi le monde adulte? Parce que, en fait, ma question, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes
moi-même d'ailleurs, et vous aussi, je sais que vous vous dites ça, c'est qu'on n'apprend pas des choses vraiment essentielles, entre guillemets, qui vont vraiment nous servir en tant qu'être humain dans la vie. On apprend des métiers, on apprend des choses qui vont nous rapporter de l'argent, entre guillemets, parce que c'est un métier, c'est un travail. Mais par exemple, on ne va pas apprendre la confiance en soi, on ne va pas apprendre à gérer son argent. Tu vois, des choses essentielles quand même à n'importe quel être humain, que tu travailles ou pas. Donc, c'est pour ça que... C'est quoi le monde adulte quand on dit le monde adulte que l'école nous apprend à se préparer au monde adulte. Mais lequel? Selon moi, le monde adulte tel qu'on le pense avec l'école, tel auquel l'école nous prépare, plutôt, oui. En fait, c'est le chemin classique. C'est le chemin de... On est en primaire, après on passe à l'étape supérieure, puis on fait des études, et puis on a un travail en direction de ces études. En tant qu'employé. Oui, souvent c'est employé. Et après on achète une maison à crédit, on fait, etc. Donc le chemin vraiment classique, une voiture, un chien, une femme, 3 enfants, enfin... Voilà, exact. Mais c'est ce que j'avais aussi en tête, mais je voulais juste qu'on le précise. Métro, boulot, dodo. Ouais, métro, boulot, dodo. Voilà, exact. Et sans trop se poser de questions. En fait, il y a eu une étude qui a été faite, je pense que c'est en Allemagne, où on a pris des enfants âgés entre 2 et 5 ans, quelque chose comme ça, et on leur a fait passer un test. Ils ont rempli le test, et puis après on les a repris 5 ans après. Ils ont passé le même test, encore 5 ans après. Et en fait, on a remarqué qu'au début, il y avait 98% des enfants... 98. Traduction. 98% des enfants qui avaient des manières de réfléchir différentes. Il y avait plein de solutions différentes au même problème. Ils avaient des pensées divergentes, en fait. En réalité, c'est même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, je crois que c'était entre 0 et 3 ans, tous les enfants, ou en tout cas la plupart, étaient surdoués. Oui. C'est-à-dire qu'avec les tests, c'est vrai. Vraiment, l'extrême majorité des enfants sont surdoués. Et puis, au fur et à mesure que l'âge avance, ils perdent. Le pourcentage diminue. On peut passer de 98 à 70, puis à 50. 70%, 50%. Non, c'est pas grave. De 90% à 70%, puis à 50%, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 15%. Oui, au final, le taux de surdoué ou de haut potentiel, on appelle ça, est maigre. Mais on s'est rendu compte qu'à la naissance, on a tous, ou en tout cas presque tous, ce potentiel, mais qui diminue en fonction des institutions qui nous encadrent. Et un peu l'école, du coup, est responsable aussi de ça. Dans la vie de ses enfants, c'est l'école. Et du coup, le monde du travail, fatalement, on se pose moins de questions. On se dit qu'il y a une manière de penser, on va dans cette manière-là. Et donc, on n'exploite pas son potentiel. L'école a tendance à uniformiser, en fait, la manière de trouver des solutions. Exact, Et justement, quand on dit que l'école participe à ça, c'est parce que, par exemple, quand on revient à l'exemple de l'enfant qui, quand on lui impose de lire, des fois, il peut y avoir une résistance parce que c'est juste pas le temps pour lui. C'est pas à ce moment-là qu'il a voulu apprendre ça. Mais l'école, lorsqu'on va rencontrer un enfant comme ça, on va pas lui dire que c'est pas le moment pour toi. En fait, c'est juste que c'est pas encore ton temps. On va plus dire, ok, c'est un cancre, en fait. C'est quelqu'un qui sait pas lire, qui a des capacités inférieures à ses camarades. D'où donc le fait qu'il y a des troubles de l'attention. On va inventer toutes sortes de choses. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que l'école, elle produit 2 possibilités. La réussite ou l'échec. Oui. Alors que l'environnement non scolaire, il ne peut pas produire des échecs ou des réussites parce que l'enfant ne va pas être coté ou ne va pas être contrôlé sur comment dire, avec un chiffre. Il n'y aura pas une référence, il faut que tu correspondes à ça ou pas. La seule possibilité, c'est réussir. C'est-à-dire, je veux dire, il va faire ce qu'il doit faire, il va évoluer avec des difficultés, mais qui ne seront pas considérées comme des échecs. Parce qu'à l'école, c'est vraiment ça, c'est un échec. Et si tu as un échec, il faut rétablir le cap pour avoir une réussite. Mais clairement, que ce soit à l'école secondaire ou à l'université, etc., à l'université, c'est encore pire, il y a un taux d'échec beaucoup plus important. C'est problématique de considérer des épreuves comme des échecs, alors que la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc à mon sens, c'est intéressant de voir qu'en dehors de l'école, on ne produit qu'une seule possibilité, mais de plein de différentes manières, mais que des possibilités de réussite. En fait, du coup, chacun... La question ne se pose pas, en fait. Non, c'est parce que chacun a sa définition de réussite, entre guillemets. C'est ça. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que j'échoue, est-ce que je réussis ? Et l'école nous apprend malheureusement à avoir cette
cette binarité, est-ce que je réussis ou est-ce que j'échoue? Et quand j'échoue, je perds confiance en moi et du coup j'ai plus de difficultés dans la vie. On le sait bien que l'école crée des événements dans la vie des enfants qui vont impliquer leur vie future. Des gens qui perdent confiance en eux et puis qui dans la vie ont plus de mal parce qu'on leur a dit quand ils étaient petits qu'ils n'étaient pas qu'ils ont vu bêtes, qu'ils étaient soi-disant pas à la hauteur alors que ça n'a rien à voir. Souvent à l'école, toi tu n'es pas fait pour ça. Et puis l'enfant il le croit. C'est comme un poison qu'on va intégrer chez la personne et puis la personne va y croire et du coup elle va effectivement ne pas être capable parce que tout le monde lui a dit parce qu'elle l'a intégré. Moi je suis nulle en maths, je vais être nulle en maths. C'est ça. Ok, et du coup maintenant, est-ce qu'on peut nous dire un peu les écoles alternatives, comment ça se passe? Parce que je sais que, comme j'ai dit au début, vous avez fait plusieurs recherches sur l'école en général, mais aussi sur tout ce qui est alternatif. Et du coup, juste nous dire un peu comment ça se passe. Tout à l'heure, tu nous as un peu énuméré toutes les sortes d'écoles qui existent, mais du coup, comment ça se passe exactement en fait dans ces écoles-là? Dans les écoles alternatives, la pédagogie alternative? Du coup, l'éducation, comment elle est en fait? Il y a les pédagogies alternatives, puis il y a les écoles qui, quand on parlait de unschooling, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, mais il y a aussi des écoles qui ne sont pas vraiment des pédagogies alternatives, mais qui vont permettre aux parents quand même de placer les enfants dans une structure pendant la journée. Mais du coup, c'est ça, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait dans ces écoles-là en fait? En fait, c'est des écoles assez libre. En fait, les enfants viennent, ils viennent le matin, et il y a plein de choses à leur disposition. Il y a des instruments de musique, des jeux, des outils, des ordinateurs, des livres d'apprentissage. Il y a plein de choses. Tous les âges sont mélangés, entre, je pense, 6 et 18 ans. Donc les âges sont mélangés. Et il n'y a pas de classe. Et les enfants vont faire des projets. Donc, par exemple, il y en a un qui va dire « moi, j'ai une idée, j'ai envie de faire un film. » Donc j'ai un projet, donc si tu veux vers le film, viens. On va faire les décors, on va faire du montage, etc. Mais l'enfant peut venir et dire « Ah oui, moi je veux faire les décors, mais après ça m'intéresse plus. » Donc ok, après je vais faire autre chose. Et aussi ce qui est très important, c'est que dans ces écoles-là, vu qu'il y a les adultes sont là pour encadrer en fait, juste pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce ne sont pas des professeurs. C'est pas des professeurs. Ça va juste indiquer les enfants s'il y a un souci, etc. Et les aider, parce que parfois les enfants ils viennent de l'école, ils arrivent, ils sont complètement perdus. Ah oui, il y en a, oui. Et ils sont dit qu'il y avait un problème à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que quelqu'un me dise quoi faire, comme on a l'habitude. Ou alors ils vont aller voir l'adulte et dire t'as vu, c'est bien ce que j'ai fait. Parce qu'ils veulent qu'on leur dise oui, c'est bien. Cette reconnaissance de la bonne note. C'est ça, exactement. Et donc l'adulte va vraiment essayer de les accompagner dans tout ça, mais sans imposer quelque chose. Est-ce que c'est aussi justement pour éviter le réussite et échec? Oui, complètement. Et puis aussi ce rapport entre l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire que on va considérer que l'enfant a des droits aussi, que c'est un être humain, que ce n'est pas comme souvent dans l'école. Ça, c'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Nous sommes dans des sociétés démocratiques, et puis on dit qu'il faut apprendre les valeurs démocratiques, mais certaines institutions de notre société ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire l'école qui est le centre où on va apprendre aussi, un enfant à devenir un citoyen pour la société, qui s'intègre bien dans la société, on lui apprend dès l'école qu'il y a le monde des adultes, il y a le monde des enfants. Le monde des adultes, c'est celui qui connaît, qui a raison. Et puis le monde des enfants, c'est le monde des enfants qui obéissent aux adultes. Parce qu'ils connaissent rien aussi. Ils connaissent rien, voilà, alors ça, ils n'ont pas vécu. Voilà. Et là, dans ces écoles, c'est intéressant, on remet en question ça. Après, on peut remettre en question de différentes manières. De nouveau, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est pas blanc ou noir, dans tous les cas. Parce que même si les écoles s'inspirent de Freinet, Montessori, de pédagogues, de grands pédagogues. C'est pas pour ça qu'ils le font toujours à fond. Ça dépend, ils ont chacun un degré déjà de compréhension eux-mêmes de la pédagogie. Et de conviction aussi. C'est ça. Un exemple de cette réflexion sur l'adulte et l'enfant, dans certaines écoles, ils vont instaurer des structures, des conseils dans l'école, des conseils qui vont regrouper, donc un conseil, donc une assemblée de personnes qui va regrouper les enfants,
les adultes, les accompagnants, etc. Toutes les personnes de l'école. Et ils vont, par exemple, une fois par semaine, réfléchir aux règles, au règlement. Voilà. Et par exemple, dans une école qu'on a visitée, les accompagnants, les adultes, avaient une voix, un vote, comme les enfants. Excuse-moi, c'était une école en Belgique, en France en Belgique. Ça s'appelait l'école autonome, elle n'existe plus, mais... Il y a aussi l'école dynamique à Paris. L'école dynamique à Paris. La même, juste pour la même structure. Il y a différentes structures qui existent, et avec un système à chaque fois différent, mais voilà, par exemple, ils ont voulu donner à l'enfant la même chance que l'adulte de proposer des règles. Donc c'est-à-dire que, alors ça va dans tous les sens au départ, c'est très intéressant, mais donc voilà, ils se rassemblent, ils discutent, et un enfant va porter plainte, il va dire, il y a un problème, j'ai eu une dispute avec tel ou un enfant plus âgé, alors un enfant de 13 ans dit, lui qui a 16 ans ou 17 ans, vu qu'il dit qu'il est plus grand, il peut faire plus de choses ou des choses comme ça. Ils vont porter plainte, ils vont dire je suis pas d'accord avec cette règle-là. Ils vont en discuter tous ensemble et ils vont, quelqu'un va proposer de rédiger un article dans le règlement. Une loi. Et puis ils vont voter tous ensemble. Mais ce qui est fou, c'est que les adultes finalement n'ont pas plus de voix. Que les enfants. Donc, finalement, c'est les enfants. Ils ne sont pas plus connaisseurs que les enfants, c'est juste deux êtres humains différents. On nous a raconté par exemple une situation où les enfants trouvaient que le règlement devenait trop complexe, trop long et trop de choses. Ils ont dit du jour au lendemain, on supprime toutes les règles. Excellent. On supprime tout. Et c'est passé. C'est passé, ils ont voté pour. Et chose qu'on va voir rarement dans le monde adulte. En fait. Complètement. Oui, parce que mais les adultes, ils avaient peur évidemment. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte, là, mais les enfants se sont rendus compte par eux-mêmes que ça n'allait pas. Quand il n'y avait plus de règles, ça ne marchait pas. C'était le bazar total. Et du coup, ils ont rétabli le règlement, mais ils ont réfléchi à différemment. Mais ça, pour moi, c'est intéressant. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que dans l'école actuelle, on ne nous apprend pas à débattre avec les autres, à accepter l'opinion différente et à réfléchir à notre modèle de société et à pouvoir proposer des choses. Finalement, c'est ce qui se passe dans la société, ce qui devrait se passer dans la société, c'est qu'on puisse proposer des alternatives. On est dans une démocratie représentative, donc on élit des représentants, donc on n'a pas grand-chose à dire en dehors de ça. Mais c'est aussi l'école qui nous apprend ça. Et du coup, des écoles différentes, comme celle dont j'ai parlé, l'enfant va apprendre à débattre, à essayer de convaincre l'autre, et puis... à trouver des solutions. Trouver des solutions aux problèmes, simplement. Ça, on vit en société. On sait bien que dans l'avenir, notre société, il y a énormément d'enjeux, et qu'on va devoir trouver de nouvelles solutions. Il faudrait que l'école s'y mette à proposer aux enfants de réfléchir à des solutions, ne serait-ce que dans une petite communauté, déjà c'est compliqué, et ça va leur permettre, quand ils seront adultes, de réfléchir à leur société et d'innover pour trouver des solutions. Oui, excellent. Mais c'est intéressant parce que justement, si on peut revenir un peu sur... pourquoi, en fait, le but de l'école, pourquoi ça a été créé. Donc, je fais allusion justement au reportage School in the World. J'en avais parlé dans une vidéo, je vous mets le lien en description. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, puisque vous avez vu le reportage, mais encore une fois, avec votre enquête, vous êtes allé visiter des écoles, vous êtes allé rencontrer des gens qui ont fait et l'école et autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire, c'était quoi le but à la base d'avoir créé l'école? Parce que justement, on se pose des questions, pourquoi on ne retrouve pas ça dans l'école? Pourquoi on ne retrouve pas des choses qui vont servir vraiment aux gens, dans le monde réel, donc à construire de vrais citoyens? Donc, il y a peut-être une réelle raison derrière ça. Oui, ce que je vais dire, moi, c'est que je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est inconscient par rapport aux décideurs politiques ou aux personnes qui avaient le pouvoir. Ça, je ne fais pas de jugement sur la question de est-ce que c'est comment dire, une démarche consciente. Parce que la création de l'école... Peut-être qu'on ne sait pas encore que c'est juste... C'est complexe et puis il faut faire plus de recherches pour savoir ça. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'école a préparé clairement... Et ça on peut le lire dans les écrits de l'époque, dans la fin du 19e siècle, que les penseurs qui ont établi cette institution, de faire en sorte que cette école soit pour tous... Il y a évidemment l'accès à la connaissance pour tous. On sait bien, au Moyen-Âge... Oui, c'était un des objectifs, certainement. Mais il y avait évidemment l'objectif que
la révolution industrielle a bouleversé notre monde. Oui. On avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On avait besoin que cette main-d'œuvre ne remette pas en question et se plie finalement à une élite qui décide des choses et qui détient les moyens de production et le capital. Et que les personnes qui vont travailler cette main-d'œuvre ne remettent pas trop en question ce système. Et du coup, l'école était tout trouvée pour permettre à l'enfant d'apprendre à vivre dans un cadre, avec un horaire, où il devait se lever à telle heure, et puis manger à telle heure, et puis avoir une pause à telle heure avec la sonnette, et puis revenir à s'asseoir, et à obéir finalement à quelque chose, et à ne pas avoir l'occasion de remettre en question, parce qu'un enfant dans une école, il peut dire ce qu'il veut. Oui. Ça n'a pas de poids. À part si des professeurs sont à l'écoute, et ça existe évidemment dans certaines écoles. Mais concrètement, un enfant peut aller voir le directeur et dire « je suis pas d'accord avec cette règle ». Mais non, c'est ça, la pensée générale, c'est quand même, il y a un enfant, il ne sait pas grand-chose. C'est ça. Et donc l'école a permis finalement à la société d'être beaucoup plus stable, d'une certaine manière, avec moins de personnes rebelles qui réfléchissent à une autre manière de faire. Et du coup, c'est très lié à notre société de consommation finalement aussi, parce que l'école a évolué en termes d'apprentissage vers des apprentissages moins basés sur la vie, les choses de la vie quotidienne. Avant, à l'école, on apprenait à coudre, on apprenait à travailler le bois, on apprenait toutes sortes de choses utiles dans la vie quotidienne. À l'époque, qui sont toujours utiles aujourd'hui, mais qui, aujourd'hui, moi j'ai été à l'école, j'ai absolument pas appris à coudre ou à faire de la menuiserie. Mais du coup, ça permet d'avoir une société de services beaucoup plus développée, où on va avoir plus d'emplois parce que les gens, ils savent pas faire de la plomberie, ils vont et qu'on a besoin de main-d'œuvre dans tel emploi et pas autre chose. C'est ça. Mais du coup, maintenant, le problème, c'est que ça arrive ça s'essouffle, parce que maintenant, petit à petit, tout va devenir automatique, que ce soit même déjà dans les caissières, dans les magasins, c'est déjà plus automatique qu'avant. Et du coup, beaucoup de gens perdent leur emploi et se retrouvent sans avoir le potentiel pour pouvoir faire autre chose. Ils ont moins de créativité parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ont pas eu l'habitude de développer ça, en fait. Et du coup, l'école... Alors qu'ils ont les capacités, l'être humain a ces capacités-là. C'est ça. Mais c'est juste qu'elles ont été un peu bafouées, un peu cassées. Mises de côté. C'est ça. Et du coup, c'est un gros travail pour ces gens qui perdent leur emploi et qui doivent faire tout un chemin. Se réadapter. Sur eux-mêmes, en fait, sur eux-mêmes. Et redécouvrir des choses qu'ils étaient autrefois, quoi. C'est lié aussi à... nous, dans notre vie, on a un objectif, c'est d'être de plus en plus autonome sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan de la construction, etc. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il va y avoir beaucoup d'enjeux demain, dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans. Il y a toutes sortes de scientifiques qui nous disent, qui nous prévoient des catastrophes, climatiques, migratoires, des gros bouleversements. Des choses naturelles, en fait, de la nature. De la nature, ou alors l'effondrement d'un système, du système capitaliste, des crises économiques. Ou même changeant de l'ère aussi économique, parce que on a déjà connu ça l'ère industrielle n'a pas toujours existé, c'était autre chose avant, et puis ça continue de changer. On a l'impression de vivre une certaine transition, et du coup, peut-être que il risque d'y avoir des problèmes... Des catastrophes, des choses qui peuvent se passer, des guerres ou d'autres choses. Et dans ces situations-là, il faut pouvoir réagir de manière rationnelle et posée et pas être perdu. Et moi, j'ai peur qu'avec notre système, où l'école, justement, nous apprend à obéir, mais ne nous apprend pas à innover, c'est ça. J'ai peur que l'urgence fasse perdre la tête à beaucoup de personnes. C'est vrai, si ce monde-là, tel qu'on le connaît, il n'existe plus, le monde moderne, on va dire, c'est vrai qu'on ne sait pas faire autre chose. Moi, tu me mets dans la forêt, je ne sais pas vivre, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça, on est coupé de la nature alors qu'on fait partie de la nature, normalement. Mais donc, on ne sait pas vivre avec. On ne sait pas vivre avec et ça crée plein de problèmes. Et du coup, nous, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait réfléchir à avoir plus d'autonomie. Et l'école devrait aussi le faire pour préparer les futures personnes, les futurs citoyens à
être capable de se débrouiller en cas de crise. Mais même sans crise, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant lorsque on peut faire les choses par soi-même. Oui, de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, de toute façon, en dehors de juste un système qui s'effondre ou quoi que ce soit, même dans la vie en général personnelle, il y aura des choses qu'on va vivre où ça se passe pas comme on avait prévu, il y a un changement, il y a, je sais pas, moi je perds mon travail, il y a une nouvelle personne dans ma vie, enfin, il y a des changements tout le temps, donc juste être apte à s'adapter à une situation nouvelle finalement. Oui, et puis aussi d'avoir plus de qualité dans sa vie. Par exemple, je pense au niveau alimentaire. On entend dans l'actualité énormément de problèmes au niveau alimentaire, des scandales, des pesticides, des machins, etc. On se rend compte maintenant qu'il y a 30 ans, on a foutu le bazar sur notre terre et que nos sols sont contaminés, que nos fruits et nos légumes ont perdu énormément de nutriments, de vitamines, ce que tu me disais d'ailleurs, l'exemple en dehors hors caméra, l'exemple de la pomme. Aujourd'hui, si tu manges une pomme... Pour avoir les nutriments d'une pomme il y a 50 ans, il faut en manger 100. Voilà, c'est juste fou. Mais 100, mon Dieu. Et tout ça est lié à l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, c'est quoi ? C'est un système qui permet d'automatiser un service ou la vente d'un produit pour que le moyen de production soit moins cher, pour que ça se rapporte plus aussi, et que ça soit plus facile à desservir. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, on va ouvrir une petite parenthèse. Ce que tu dis là, c'est pareil du coup pour la main-d'œuvre dont on a besoin aussi. Du coup, plus on est pareil, plus il y en a, plus c'est aussi rentable. Enfin, ça va être facile de, je sais pas moi, une personne veut plus faire ce travail, je peux trouver une autre facilement parce que tout le monde est à peu près pareil. Oui, c'est exact. Et puis, le fait d'aller vers plus d'autonomie, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va faire plus de recherches dans ce domaine-là, on va essayer de cultiver par soi-même et puis on va se rendre compte que les fruits et les légumes, ça a un goût. Ouais. Pas comme ce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, qu'on n'a pas l'habitude. Puis, et puis on va pouvoir transformer les aliments soi-même. Il y a moins de sucre, moins de graisse, moins de tout ce qui coûte pas cher dans la production des aliments. Voilà. Par exemple, les produits transformés, quand on regarde la liste d'ingrédients, il y a toutes sortes de produits. Si on le fait soi-même, il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Et il y a beaucoup de produits chimiques, etc., qu'on rajoute pour combler le manque de sucre ou les goûts, etc., les couleurs, les colorants, les conservateurs. Que ce soit attractif, Quand on le fait par soi-même, on n'a pas besoin de tous ces produits-là. Ça coûte beaucoup moins cher aussi, parce que c'est vrai que c'est un enjeu. À ce jour où on a de moins en moins d'emplois, enfin en tout cas en Europe, pourquoi ne pas réfléchir au niveau des familles, des moyens pour se réapproprier différents éléments de la vie quotidienne, l'alimentation, la transformation alimentaire, l'énergie aussi, la construction, toutes des choses qu'on est tous capables de faire. Mais que vous faites d'ailleurs vous deux. On tend à faire, c'est un chemin, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Oui, j'imagine. C'est un processus, mais c'est très enrichissant d'aller vers plus d'autonomie, mais on ne va pas encourager ça dans la société parce que ça va diminuer le taux d'emploi encore plus. C'est ça. C'est ça, il y aura moins de main-d'œuvre parce que finalement, c'est vrai, quand on sait que, je ne me rappelle plus des pourcentages, mais il y a beaucoup de gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Il y a beaucoup plus de gens comme ça que des gens passionnés. Et du coup, c'est sûr qu'une fois que tous ces gens vont savoir ça, peut-être qu'ils vont faire autre chose. Et donc, encore une fois, on n'aura pas toute cette main-d'œuvre dans laquelle on peut piocher facilement et remplacer les gens de façon. Les gens seraient plus libres. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un danger. C'est ça, un danger pour le système actuel, on va dire. Ils seront plus libres, ils auront plus confiance. Ils seront plus autonomes. Ils seront plus autonomes. Mais c'est vrai que c'est un danger pour la société. C'est peut-être pas ce que recherche l'école comme ça a été fait au départ. Parce que comme tu dis, c'est peut-être pas conscient, mais ça veut pas dire que... De toute façon, c'est clair, c'est pas juste frapper sur... Enfin, dire que l'école c'est mauvais et tout, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Peut-être on n'en a pas encore conscience, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo, c'est pour peut-être en prendre conscience et faire quelque chose pour changer les choses. Exactement, il y a tout à faire encore. Par exemple, on peut s'inspirer de... Il y a des modèles scolaires qui marchent assez bien, en Finlande par exemple. Oui. Des modèles scolaires qui marchent beaucoup mieux qu'en Europe. Et c'est reconnu, c'est vraiment reconnu. Il y a un test mondial qui est fait et les écoles en Finlande, les élèves en Finlande réussissent très bien à ce test. Et c'est juste faire un constat que l'école, pour le moment, ça va pas. Ça pourrait être beaucoup mieux. Et il y a plein de solutions différentes, en fait. C'est juste ça. Il y a une théorie qui dit que quand on crée une institution,
c'est-à-dire on institutionnalise un domaine, par exemple l'éducation. On crée une institution qui va permettre de démocratiser la connaissance, etc., que ce soit accessible pour tous. L'institution vit une courbe ascendante, croissante d'efficacité, et puis à un moment, elle vit un pic de croissance, elle est très efficace, mais à un moment, elle chute, et elle crée comment dire, elle pose problème, et elle va se détruire elle-même, elle va détruire l'objectif de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les écoles, au départ, l'école permet de créer une connaissance accessible. À tout le monde, ouais. Mais une égalité sociale aussi. Oui, c'est ça, une certaine égalité. Et puis on se rend compte maintenant que dans plein de pays, en Belgique ou en France, il y a énormément d'inégalités sociales et que l'école perpétue ce système. C'est ça, exact. Et donc l'institution fait l'inverse de ce qu'elle a comme objectif au départ. Et du coup, il faut réfléchir. Donc on est arrivé, la courbe elle est descendue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Ça, c'est la théorie d'Ivan Illich. Ivan Illich qui a écrit le livre Une société sans école. Une société sans école. C'est un livre intéressant. On va mettre le lien en description aussi, c'est sûr, ça va être intéressant. Mais moi, je ne l'ai pas lu, donc c'est une bonne référence pour moi aussi. C'est un livre assez complexe, mais très intéressant. Ok, excellent. En attendant, du coup, que l'école... parce que non, c'est pas en attendant, en fait, on peut faire des choses et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est juste que... des fois aussi, on peut juste prendre son autonomie, prendre sa responsabilité et peut-être pas compter juste sur le système, attendre qu'il change. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des gens qui regardent cette vidéo? Soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire face à tout ce dont on a parlé? Donc, pour, j'ai envie de dire, combler un peu le manque qu'on a eu à l'école, pour se construire, se reconstruire pour certaines personnes, par exemple la confiance en soi, l'estime, si on l'a perdu à cause de l'école ou à cause d'autres choses d'ailleurs, ou aussi pour tout simplement s'adapter au monde dans lequel on est et faire face aussi à des nouveautés, des situations différentes. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? C'est une large question, mais... Mais c'est quelque chose que vous faites aussi déjà de votre... comment vous vivez. On va en parler dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais déjà, pour moi, l'école, clairement, quand on réfléchit à l'école, on se rend compte que on doit réfléchir à tout le reste. C'est-à-dire que quand on remet en question l'école, ça remet en question énormément de choses. Tout le système. Et oui, parce qu'après, c'est l'emploi. Ouais, c'est ça. Et il faut à la fois avoir des objectifs, mais à la fois être... Allez, par exemple, je prends notre exemple. En fait. Donc nous, on a décidé, on veut aller vers plus d'autonomie. Oui. Ok, ça commence comment? On s'est dit, ok, on va commencer par ne plus acheter de produits transformés. Donc on va plus acheter de biscuits, de céréales, etc. Et on va faire ça nous-mêmes. Le pain. Tout ça. Et donc, du coup, cette étape-là, ça nous a pris quand même 6 mois. C'est à la fois beaucoup et peu. Mais on s'est vraiment donné cette période pour se dire, ok, maintenant, on sait faire des choses, on a mieux compris comment ça marchait, on n'a pas plus besoin de tous ces produits transformés, on a besoin de farine, de beurre et de... C'est tout. Des légumes et des fruits. Oui. Et donc, ok, la prochaine étape, c'est d'essayer de cultiver pour avoir nous-mêmes ces produits. Et en fait, de fonctionner un peu par étapes sans aller directement vers un objectif trop grand et d'y aller tout doucement, pas à pas, chacun son rythme. Oui, parce qu'il faut aussi faire attention à quelque chose, je pense, dans ce genre de recherche. C'est de ne pas passer du jour au lendemain de manière extrême. Parce qu'on peut s'enfermer aussi dans un chemin qui va être bon, mais où on va voir que certaines choses et pas d'autres. Par exemple, le principe d'autonomie, d'aller vers plus d'autonomie, c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit mis en parallèle à d'autres principes. Par exemple... si on va vers plus d'autonomie, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, je sais pas, par exemple, par rapport à la famille, par rapport aux amis, etc., si on est invité chez des gens, si on a des règles, on s'est mis des règles au niveau alimentaire, est-ce que... On n'a pas besoin de les imposer aux autres, peut-être? Voilà. Et si on voit que ça, on va s'enfermer dans un carcan, et puis on va rejeter les autres, ça peut arriver, c'est un genre d'extrémisme. Oui, on le voit des fois avec le véganisme. Oui, dans tout mouvement, il y a un mouvement extrême, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le niveau alimentaire. Il y a des écologistes extrémistes, par exemple,
qui vont dire non, c'est ça qui est important, et puis le reste, on s'en fout. On le rejette. Enfin, oui, c'est ça. Mais du coup, dans ce mouvement-là, je crois qu'il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas tout rejeter d'un coup pour avoir le temps de la réflexion. Et faire à sa mesure, en fait. Oui. Oui, surtout parce que, comme on dit, comme on a dit tout à l'heure, chaque enfant est différent d'un enfant à l'autre. Chaque être humain, finalement, est différent des autres. Et du coup, ce qui va me correspondre ne va pas forcément correspondre à l'autre personne. Oui, c'est sûr. C'est ça. Puis pour l'école, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, en attendant que ça change par le haut. Oui, mais c'est sûr par le haut, mais aussi mais qu'il ne faut pas attendre que... on peut faire des choses à notre niveau pour changer le haut. C'est pas juste attendre clairement que quelqu'un... pas attendre. On peut pas attendre que ça vienne de l'eau. C'est comme le politique, on peut pas attendre que le changement vienne du politique. Non, exact. Il faut prendre sa responsabilité, faire ce dont on est capable de faire. Exactement. Au niveau de l'école, c'est vrai que c'est un gros cheminement. Déjà, moi, ce que je conseillerais, c'est de s'informer, c'est-à-dire d'aller voir, nous on a des documentaires qui nous ont vraiment beaucoup inspirés. Oui, peut-être nous donner les références, on va les mettre aussi en description, vous allez pouvoir les avoir. Ouais, nous il y a un documentaire qui nous a beaucoup marqué, c'est Être et devenir, puis il y a un autre qui s'appelle Alphabet, Claire Bella, ouais. Et puis ces documentaires-là nous ont fait réfléchir, puis ils nous ont mené à plus de réflexion. On s'est dit tiens, il faudrait qu'on lise des livres, on a lu des livres, et puis les livres nous ont indiqué des personnes aussi. Du coup on a pris des rendez-vous avec des parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école, pour voir concrètement comment ça se fait. Parce que nous, dans notre entourage, on n'avait personne, on n'avait aucun exemple. Ouais, c'est ça. Du coup, il faut aller chercher des personnes aspirantes à ce niveau-là. Qui font des choses autrement. Qui font des choses autrement. Déjà, rien qu'aller rencontrer ces personnes-là, ça nous donne une idée d'une réalité. C'est un exemple possible. Voilà. Oui, déjà, parce qu'ils sont là, ils existent. Donc, Ça, je dirais que c'est une très bonne première étape de s'informer. D'accord. En parallèle, je dirais aussi de s'informer des problèmes du système actuel. Parce que je trouve que c'est sûr qu'il faut se baser sur le positif, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qui pose problème. Donc faire le constat, le symptôme de la maladie de notre société, comme pourquoi l'école, comment est-ce qu'elle fonctionne et pourquoi est-ce que ça correspond plus à pourquoi est-ce qu'il y a certains problèmes. Et de les cibler, parce que quand on va partager ce genre de réflexion avec l'entourage, on se rend compte qu'il y a énormément de résistance concernant l'école. Mais ce qui est normal. Oui, parce qu'on a connu que ça, donc... nous aussi, quand on en a parlé au début, j'étais vraiment résistante. D'ailleurs, je vous demande, une petite parenthèse, d'être très ouvert d'esprit et d'agir comme des leaders lorsque vous allez écouter tout simplement tout ce qu'on partage, parce que oui, on a le droit de penser autrement, on a le droit de penser autre chose, et il faut juste que ce soit dit dans le respect. Donc, exactement. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qui a raison ou pas finalement, on a juste chacun notre avis sur la chose. C'est personnel. Non, c'est ça. C'est comme ça il faut absolument pas dire que c'est comme ça qu'il faut supprimer l'école et c'est comme ça qu'on doit faire. Non, il y a tellement de possibilités différentes. Exact. Mais ce que je disais par rapport à ça, oui, c'est donc il faudrait avoir conscience de la réalité pour être prêt lorsqu'on va discuter avec les gens, à dire oui, mais regarde l'école, regarde ce qu'elle entraîne. Et pour avoir une vraie discussion avec les personnes qui vont résister au fait. Et puis de voir, oui, mais il existe des exemples différents et ça fonctionne très bien, etc. Il faut être prêt dans les discussions avec l'entourage. Et puis après, avec les enfants, c'est sûr que ça demande du coup une grosse réforme dans sa vie, de réfléchir à... Vu que les enfants, quand ils ne vont pas à l'école, ils ne doivent pas rester à la maison. Et le but, c'est aussi qu'ils puissent vivre dans des environnements différents. Alors évidemment, quand on a un environnement pas très riche, que ce soit en termes de culture, de personnes environnantes, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc ça demande du coup de se préparer, si on a des enfants déjà ou si on en veut, à s'entourer de personnes, à vivre des expériences. En fait, aussi, de chercher des activités à simplement se créer un environnement riche. Mais ça, qu'on ait des enfants ou pas, d'ailleurs, c'est vrai. Ça correspondrait aussi juste à un adulte. C'est ce qui devrait être logique. C'est-à-dire plus on rencontre des gens différents, plus on fait des choses. On s'enrichit, c'est vrai. Comme la discussion qu'on a, c'est clair que moi, il y a plein de choses qui m'ont appris que jamais je pensais non plus. Donc, malheureusement, le monde du travail, de la manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est vrai que ça rend la chose difficile. Parce que souvent, on est fatigué, donc on a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer, donc on ne va pas forcément à la recherche d'informations. Je dirais que c'est l'obstacle premier, je crois. C'est le monde du travail, c'est l'obstacle premier à l'alternative à l'école.
C'est-à-dire que c'est ce qui fait que c'est difficile parce qu'on doit garder les enfants ou alors on doit trouver un moyen pour les faire garder. Ben, c'est vrai que si on le voit comme ça, c'est sûr que même c'est à cause du monde du travail que du coup le parent est absent aussi et que donc finalement l'enfant est un peu obligé d'aller à l'école parce que il va pas rester tout seul à la maison. Donc... Après on doit se poser les bonnes questions, c'est-à-dire on laisse nos enfants dans des institutions qui fonctionnent pas spécialement bien. Non, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça de ne pas vivre finalement avec eux, de ne pas leur transmettre nos valeurs à nous, même si quand même on le fait. Oui, mais de manière limitée quand même. C'est ça. Finalement, ils passent... De déléguer déléguer l'éducation. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Arnaud Stern, qui est un monsieur très 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 intéressant aussi, qui dit, quand on lui dit « Oui, mais vous avez du coup donné votre vie à vos enfants », et il dit « Non, j'ai pas du tout donné ma vie, j'ai partagé ma vie avec mes enfants. » Ouais, magnifique. Ouais. C'est juste voilà, moi, comment chacun le voit encore une fois. Il y a des aménagements à faire, mais ça dépend là où tu mets ta priorité, ton choix. C'est ça, c'est ton choix, mais c'est tout à fait faisable. Ouais, je crois que c'est vraiment faisable et ça se fait par... Il faut pas préparer trop dans sa tête en se disant « Ouais, mais il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. » Donc on va avoir un enfant et puis s'il va pas à l'école, il faut qu'il apprenne ces choses-là. Du coup, on impose encore, alors que... Non, simplement, il faut avoir confiance. Je crois que c'est un mot-clé à ce niveau-là parce que l'enfant va évoluer, il va découvrir des choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas qui vont venir à lui ou à nous. Et les choses vont se faire naturellement. Par exemple, on a rencontré une fille qui a fait l'école à la maison en primaire et qui en secondaire a voulu rentrer à l'école. Et qui a été à l'école. Ça s'est très bien passé. Bah oui, ça correspond bien à des gens, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et du coup, il faut peut-être avoir confiance. C'est ce qui va permettre à l'enfant, à mon avis, de s'épanouir le plus dans sa vie. Donc juste garder en tête en fait qu'on est tous différents et que oui, il faut avoir confiance en fait dans juste nos capacités, qu'on les a tous comme vous avez dit tout à l'heure par rapport au potentiel et puis y aller chacun à son propre rythme finalement. Exactement. C'est ça. Exactement. Excellent. Ben, merci beaucoup Wissam, merci Laura, c'était un plaisir de discuter avec vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut justement en apprendre davantage sur vous et puis vous suivre tout simplement? Pour le moment sur Instagram. Excellent. Donc on a des projets futurs à ce niveau-là. Sur Internet, mais pour le moment... C'est sur Instagram qu'on peut vous suivre. Excellent. Donc votre Instagram sera en bas en description et toutes les références de tout ce dont on a parlé tout à l'heure aussi. Vous allez le voir sous la vidéo, tout simplement, il suffit de cliquer en bas. Aussi, donc, on va poursuivre la conversation avec Wissam et Laura avec d'autres sujets parce que, comme vous avez dû le voir, ils sont très riches en informations. Donc, je profite maintenant qu'ils sont là au Québec. Et puis, donc, on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Salut.